Sophie avait 48 heures. 48 heures avant de se retrouver à la rue. Elle était assise sur le mince matelas de son lit dans le centre d'hébergement d'urgence, fixant la vie qu'elle tenait entre ses mains. Nouvelle réglementation, durée de séjour maximale atteinte. Il était temps de partir. Partir. Où exactement? Elle n'avait pas de travail, pas de référence, plus de papier d'identité. Tout avait disparu dans l'incendie qui avait détruit non seulement la maison de ses employeurs, mais toute sa vie. Le centre était froid. Il faisait toujours froid en janvier. Et cet hiver, c'était le pire dont on se souvenait. La neige s'amoncelait contre les fenêtres, et le système de chauffage, poussif et grinçant, menait un combat perdu d'avance contre des températures qui descendaient sous zéro chaque nuit. Sophie plia soigneusement la vie et le glissa dans sa poche. Elle savait que cela allait arriver. Les centres d'hébergement ne sont pas censés être des foyers permanents. Ce sont des étapes, des haltes pour les personnes qui sont censées avancer vers quelque chose de mieux. Mais Sophie n'avait nul. Par où aller? Elle repensa aux 3 derniers mois, à l'incendie qui avait commencé au milieu de la nuit, se propageant si vite qu'elle avait à peine eu le temps de s'échapper, sauvant sa vie de justesse, se tenant sur le trottoir, en chemise de nuit, regardant 10 années de travail partir en fumée, à la famille qu'elle avait servie si fidèlement, qui s'était retournée contre elle le lendemain. « Même, nous ne pouvons plus vous garder ici », avait dit Madame Dubois, sa voix froide malgré les cendres qui retombaient encore autour d'eux. « Les enquêteurs de l'assurance auront des questions. Il est préférable que vous soyez partis avant leur arrivée. » Sophie avait essayé de s'expliquer. Elle n'avait pas déclenché l'incendie. Elle ne savait même pas ce qui l'avait causé. Mais Madame Dubois n'avait pas voulu entendre d'explication. Elle voulait quelqu'un à blâmer, et la femme de ménage, qui vivait dans les quartiers de service, était la cible la plus facile. Pas de référence, pas de dernier salaire, pas d'aide pour trouver un nouvel emploi. Juste une porte fermée et une longue marche jusqu'au centre d'hébergement le plus proche, avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. Sophie s'était reconstruite lentement au cours de ces 3 mois. Quelques articles donnés, des vêtements d'occasion, un petit sac avec ses maigres possessions. Mais elle n'avait pas réussi à trouver du travail. Chaque entretien se terminait de la même manière. Référence. Je n'en ai pas. Mon ancien employeur, nous vous rappellerons. Il ne rappelait jamais. Et maintenant, dans 48 heures, elle serait de retour à son point de départ. Pire qu'à son point de départ. Il y a au moins 3 mois, c'était l'automne. Maintenant, c'était le cœur de l'hiver, et la rue n'est un endroit pour personne sans toit au-dessus de la tête. Sophie ne pleurait pas. Elle avait arrêté de pleurer depuis des semaines. Les larmes ne résolvaient pas les problèmes. Elle ne trouvait pas de travail, ni d'appartement, ni de repas. Ce n'était que de l'eau, laissant des traces de sel sur des joues déjà sèches et craquelées par le froid. Elle se leva et enfila son manteau. Il était temps de faire sa promenade quotidienne au jardin des plantes, la seule routine, qu'elle avait maintenue malgré tout, de l'air frais, du mouvement. Un rappel que le monde était plus grand que cette pièce bondée de lits de camp et de personnes désespérées. Le jardin des plantes était à 3 pâtés de maisons. Un petit espace vert entouré de grands immeubles, en été, c'était probablement magnifique. Maintenant, c'était une étendue gelée d'arbres dénudés et de bancs couverts d'œufs. Neige, mais Sophie l'aimait quand même. C'était calme, c'était paisible, c'était un endroit où elle pouvait prétendre, juste un instant, que sa vie ne s'écroulait pas. Elle trouva son banc habituel et enleva la neige. Le froid s'infiltra immédiatement à travers son fin manteau, mais elle s'assit quand même. Elle n'avait nulle part ailleurs où aller. C'est alors qu'elle entendit les pleurs. Un petit son, étouffé par le vent. La voix d'un enfant, aiguë et effrayée. Sophie se leva immédiatement. Ses yeux parcoururent le parc, à la recherche de la source. Là, près de la fontaine, une petite fille, peut-être 4 ans, debout seule dans la neige.
Son visage était rouge de larmes et elle tournait en rond, à la recherche de quelqu'un qui n'était pas là. Sophie se déplaça sans réfléchir. Elle franchit la distance en quelques secondes, s'agenouillant devant l'enfant. « Et là, dit-elle doucement, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es perdu ?» La petite fille hocha la tête, sa lèvre tremblant. « Je ne trouve pas ma maman. »« D'accord, c'est d'accord. Nous allons la retrouver ensemble. » Sophie garda sa voix calme, apaisante. « À quoi ressemble ta maman? » Elle a les cheveux bruns et un manteau bleu. Bien, c'est très utile. Comment t'appelles-tu, ma belle? Chloé. C'est un beau prénom. Mon nom est Sophie. Je vais rester ici avec toi jusqu'à ce que nous trouvions ta maman. C'est d'accord? Chloé hocha à nouveau la tête. Elle tendit la main et saisit celle de Sophie, la serrant fort. Sophie ne se déroba pas. Elle scruta le parc, à la recherche de quelqu'un qui pourrait chercher un enfant perdu. Et là, se précipitant le long du chemin, elle vit une femme vêtue d'un manteau bleu, son visage pâle de panique. « Chloé !» appela la femme. « Chloé, où es-tu? Maman !» Chloé se détacha de Sophie et courut vers la femme. La mère la souleva, la serrant fort contre elle, des larmes coulant sur son visage. « Oh, Dieu merci !» souffla la femme. « Dieu merci !» Je n'ai détourné le regard qu'une seconde. Sophie recula, regardant les retrouvailles. Elle sentit quelque chose de chaud s'épanouir dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but, une utilité, la simple satisfaction d'aider quelqu'un qui avait besoin d'aide. La mère leva les yeux et vit Sophie. « C'est vous qui l'avez trouvée. »« Ah, demanda la femme. C'est vous qui l'avez aidée. » Elle avait juste un peu peur, dit Sophie. Je lui ai tenu compagnie jusqu'à ce que vous arriviez. La femme s'approcha de Sophie et lui prit les mains. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si... Elle ne put terminer sa phrase. Sophie lui serra doucement les mains. Elle est en sécurité maintenant, dit Sophie. C'est ce qui compte. La mère hocha la tête, toujours en larmes. Elle serra Chloé contre elle et s'éloigna, regardant en arrière une fois pour faire un signe de la main à Sophie, avant de disparaître au coin de la rue. Sophie les regarda partir. Puis elle retourna à son banc et se rassit. Elle ne savait pas que quelqu'un d'autre l'avait observée, quelqu'un qui avait vu toute la scène se dérouler depuis l'ombre des bâtiments voisins. Quelqu'un qui recherchait exactement ce genre de personne depuis très longtemps. Le lendemain, Sophie rangeait son petit sac lorsque la responsable du centre d'hébergement vint la chercher. « Sophie, il y a quelqu'un qui veut vous voir. » Sophie leva les yeux, surprise. Personne ne venait la voir. Elle n'avait plus de famille, pas d'amis qui savaient où elle était. Qui pouvait bien la demander? Elle suivit la responsable jusqu'à la salle d'accueil, où les visiteurs étaient autorisés. Et là, debout près de la fenêtre, se trouvait un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était grand, très grand, avec de larges épaules et une présence imposante qui semblait remplir toute la pièce. Ses cheveux étaient châtain foncé, presque noirs, rejetés en arrière, dévoilant un visage frappant. Par sa sévérité, des pommettes hautes, une mâchoire forte et des yeux d'une couleur des plus inhabituelles que Sophie ait jamais vues. Noisette, traversée de reflets dorés, comme du feu liquide capturé dans du verre. Il portait un costume noir, probablement plus cher que ce que Sophie gagnait en une année entière au service de Madame Dubois. Ses mains étaient jointes derrière son dos, et son expression, impénétrable. Sophie s'arrêta sur le seuil, incertaine. Cet homme respirait l'argent, le pouvoir, le genre de personne qui n'avait jamais mis les pieds dans un centre d'hébergement d'urgence de toute sa vie. « Mademoiselle Sophie Santos ?» demanda-t-il. Sa voix était grave
riche, avec un accent qu'elle ne parvenait pas à identifier. Oui, la voix de Sophie était prudente. « Puis-je vous aider ?» L'homme l'étudia longuement. Ses yeux, couleur noisette, semblèrent la transpercer, l'examinant comme si elle était une énigme qu'il tentait de résoudre. « Je m'appelle Kael Dragonheart, dit-il finalement, et j'ai une proposition à vous faire. » Sophie cligna des yeux. « Une proposition ?»« J'ai vu ce que vous avez fait hier, » continua Kael, « au jardin des plantes. La façon dont vous avez aidé cet enfant perdu, la façon dont vous l'avez calmé, protégé, jusqu'à ce que sa mère la retrouve. » Sophie sentit une vague de confusion. « Vous m'observiez ?»« Je vous observe depuis 3 jours, » admit Kael. « Je devais en être sûr. » « Sûr de quoi ?»« Sûr que vous êtes la personne dont j'ai besoin. » Sophie recula d'un pas. C'était étrange, trop étrange. Les hommes n'observaient pas les femmes sans abri pendant des jours, pour ensuite se présenter avec des propositions. Du moins, pas avec des propositions qu'elle aurait envie d'entendre. « Je pense que vous devriez partir, » dit-elle prudemment. Kael leva une main. « S'il vous plaît. Écoutez-moi. Je sais que cela doit vous sembler inhabituel, mais je suis désespéré, mademoiselle Santos, et je crois que vous êtes exactement ce que je recherche. » Sophie hésita. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de brut, quelque chose qui sonnait comme une douleur véritable, sous l'apparence soignée, contre son propre jugement. Elle resta. « J'ai 2 fils, » dit Kael, « des jumeaux. Ils ont 5 ans. Leur mère est décédée il y a 2 ans, et ils n'ont plus jamais été les mêmes depuis. » Il marqua une pause, sa mâchoire se crispant. « Lucas fait des cauchemars toutes les nuits. Léo n'a pas prononcé un seul mot depuis le jour de l'enterrement. » Sophie sentit son cœur se serrer. « Ces pauvres garçons. J'ai engagé 47 nounous, » continua Kael. « 47. Pas une seule n'a tenu plus d'1 mois. Mes fils rejettent tout le monde. Ils repoussent quiconque essaie de s'approcher. Et je... » Il s'arrêta, détournant le regard. « Je ne sais plus quoi faire. »« Je suis désolé, » dit Sophie doucement, « mais je ne comprends pas ce que cela a à voir avec moi. » Kael se tourna à nouveau vers elle. Ses yeux couleur noisette étaient intenses, brûlants d'une flamme, qui aurait pu être de l'espoir. « Je vous ai observé avec cette petite fille, » dit-il. « Vous ne l'avez pas brusquée, vous ne l'avez pas attrapée ni forcée à se calmer. Vous vous êtes mise à son niveau, vous avez parlé doucement, vous l'avez laissée venir à vous, et en moins d'1 minute, elle vous tenait la main comme si vous étiez sa meilleure amie. » Sophie haussa les épaules. Elle avait peur. « Je voulais juste aider. » « Exactement. » Kael se rapprocha. « C'est exactement ce dont j'ai besoin. Quelqu'un qui aide parce qu'il le veut, pas parce qu'il est payé. Quelqu'un qui sait comment aborder les enfants effrayés. Quelqu'un comme vous. » Sophie secoua la tête. « Même si je voulais aider, je ne suis pas qualifiée pour être nounou. Je n'ai aucune formation. » « Vous avez quelque chose de mieux qu'une formation, » interrompit Kael. « Vous avez l'instinct. Vous avez la compassion. Vous avez un don qui ne s'enseigne pas. » Sophie ne savait pas quoi dire. Tout cela se passait trop vite, la veille. Elle redoutait la rue. Aujourd'hui, un inconnu lui offrait « Quoi? Exactement? Que proposez-vous » demanda-t-elle prudemment. Kael prit une profonde inspiration. Puis il plongea la main dans sa poche et en sortit quelque chose. Une photographie. Il la tendit à Sophie, et malgré elle, elle la prit. 2 petits garçons la regardaient, des jumeaux identiques, avec des cheveux noirs et des yeux couleur noisette,
comme ceux de leur père. Ils étaient assis côte à côte sur un canapé élégant, vêtus de vêtements coûteux qui semblaient trop formels pour des enfants de leur âge. Mais ce furent leurs expressions qui coupèrent le souffle à Sophie. Ils avaient l'air si tristes, si videsses, comme deux bougies que l'on avait soufflées, ne laissant derrière elles que de la fumée. « Lucas et Léo », dit Kaël doucement. « Ils étaient les enfants les plus heureux que vous ayez jamais vus, toujours en train de rire, toujours en train de faire des bêtises. Et maintenant, Lucas hurle dans son sommeil, et Léo fixe les murs pendant des heures sans bouger. Sophie ne pouvait détourner le regard de ses yeux tristes, vides, qui semblaient supplier pour quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « J'ai besoin d'une mère pour mes fils, dit Kaël, et vous, vous avez besoin d'un toit. » Sophie leva brusquement les yeux. « Quoi ? Je connais votre situation, mademoiselle Santos. Je sais qu'il vous reste 48 heures avant de vous retrouver à la rue. Je sais que vous n'avez pas de travail, pas de référence, pas de perspective. Comment savez-vous tout ça? Je vous l'ai dit, je vous observe. » La voix de Kaël était calme, factuelle. « Je vous offre une solution, un foyer, la stabilité, tout ce dont vous avez besoin. » Sophie se sentit prise de vertige. En échange de quoi? Kaël croisa son regard. Le mariage. Le mot resta suspendu dans l'air. Sophie était certaine d'avoir mal entendu. « Pardon, vous avez dit mariage. » « Oui. » Kaël ne scia pas. « Je propose une union légale. Vous deviendriez ma femme, du moins sur le papier. Vous vivriez dans ma maison. Vous vous occuperiez de mes enfants. Et vous seriez entièrement prise en charge. En retour, vous donneriez à mes fils ce dont ils ont désespérément besoin. Une mère. » Sophie éclata de rire. Elle ne put s'en empêcher. Toute la situation était si absurde, si complètement invraisemblable, que le rire était la seule réponse possible. « Vous êtes fou, dit-elle. « Peut-être. » Kaël ne sembla pas offensé. « Mais je suis aussi sérieux. Vous voulez épouser une femme sans abri que vous venez de rencontrer pour qu'elle s'occupe de vos enfants. Je veux donner à mes enfants une chance d'être heureux, corrigea Kaël, et en 3 jours d'observation. Vous êtes la première personne que j'ai vue qui pourrait réellement leur offrir cela. » Sophie secoua la tête. « C'est dingue. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas vos enfants. Je ne sais même pas si vous êtes bien celui que vous prétendez être. » « Toutes ces préoccupations sont valables, reconnut Kaël. C'est pourquoi je ne vous demande pas de réponse tout de suite. Je vous demande une chance. Venez chez moi, rencontrez Lucas et Léo. Voyez si vous ressentez quelque chose, une connexion. Et ensuite, décidez. » Sophie baissa à nouveau les yeux sur la photographie. Sur ces 2 petits garçons aux yeux hantés, elle pensa à la vie de mise à la porte, dans sa poche. 48 heures. Elle pensa aux rues froides qui l'attendaient, en dehors de ses murs, et elle pensa au genre de personne qu'elle voulait être, celle qui jouait la sécurité et finissait congelée sur un banc du jardin des plantes, ou celle qui prenait des risques, même des risques fous, pour une chance d'une vie meilleure. « Une visite, dit-elle lentement. Je viendrai rencontrer vos fils. Mais je ne promets rien. » L'expression de Kaël ne changea pas. Mais quelque chose dans ses yeux changea. Du soulagement, peut-être, ou de l'espoir. « C'est tout ce que je demande, » dit-il. Il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. « Voici mon adresse. Mon chauffeur viendra vous chercher demain matin, à 9 heures. Prends tes affaires. » Sophie prit la carte. L'adresse se trouvait dans le quartier riche de la ville, celui qu'elle n'avait jamais vu que depuis les vitres d'un bus. Loin des centres d'hébergement d'urgence, des soupes populaires, et de toutes les dures réalités de sa vie actuelle. « Et si je dis non ?» demanda-t-elle, après les avoir rencontrés, « et si je décide que ce n'est pas pour moi? Alors, vous partirez avec ma gratitude. Et une recommandation suffisamment bonne pour vous obtenir n'importe quel emploi que vous souhaitez.
dit Kaël. Je n'essaie pas de vous piéger. Mademoiselle Sophie, j'essaie de sauver mes enfants, et je crois que vous êtes peut-être la seule personne qui puisse m'aider à le faire. Il se tourna pour partir, mais Sophie l'arrêta avec une autre question. Pourquoi le mariage ? Demanda-t-elle. Pourquoi ne pas simplement m'embaucher comme nounou, comme toutes les autres ? Kaël s'arrêta à la porte. Il resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait à la quantité de choses qu'il pouvait lui dire. « Parce que les nounous partent, » dit-il finalement. « Elles ont d'autres emplois, d'autres opportunités, d'autres vies. Mes fils ont déjà perdu trop de gens. Ils ont besoin de quelqu'un qui reste, quelqu'un qui fasse partie de la famille. Et une épouse légale ne peut pas partir. Une épouse légale a une raison d'essayer. » Kaël la regarda. « Je ne vous offre pas l'amour, mademoiselle Sophie. Je ne suis pas sûr qu'il m'en reste à donner, mais je vous offre la sécurité, la stabilité et un endroit où appartenir. Pour certaines personnes, c'est suffisant. » Il sortit avant que Sophie ne puisse répondre. Elle resta longtemps dans la pièce vide, tenant la photographie dans une main et la carte d'adresse dans l'autre. Deux petits garçons aux yeux tristes. Un homme avec une requête désespérée. Et 48 heures entre elle et l'oubli. Sophie regarda une dernière fois la photographie. Puis elle alla faire sa valise. Le lendemain matin arriva plus vite que Sophie ne l'avait prévu. Elle avait à peine dormi. Son esprit tourbillonnant de questions, de doutes, et d'un espoir étrange et flottant auquel elle ne faisait pas tout à fait confiance. À 9 heures précises, une voiture noire s'arrêta devant le centre d'hébergement d'urgence. Pas n'importe quelle voiture, une limousine, élégante et coûteuse, semblant incroyablement déplacée dans cette rue délabrée. Sophie ramassa son sac, un simple petit sac de sport qui contenait tout ce qu'elle possédait au monde, et sortit pour rencontrer son destin. Le chauffeur était un homme âgé, avec un visage aimable et un uniforme formel. Il lui ouvrit la portière sans un mot, la traitant avec le même respect qu'il aurait pu montrer à une reine. Sophie se glissa sur le siège en cuir et essaya de ne pas fixer l'intérieur. Elle n'avait jamais été dans une voiture aussi belle. Elle coûtait probablement plus cher que la maison dans laquelle elle avait grandi. Le trajet dura près d'1 heure, serpentant à travers des quartiers qui devenaient progressivement plus riches au fur et à mesure qu'ils avançaient. Sophie regarda à travers les vitres teintées la ville se transformer. Les appartements exigus cédèrent la place à des maisons de ville, les maisons de ville à des manoirs, les manoirs à des domaines cachés derrière des portails en fer et de hautes haies. Finalement, la voiture tourna sur une allée privée. Des arbres bordaient les deux côtés, nus en hiver, mais clairement magnifiques aux autres saisons. Au bout de l'allée se dressait la plus grande maison que Sophie ait jamais vue. Non, pas une maison, un palais. Il était construit en pierre grise, haut de 3 étages, avec des tours à chaque coin et des fenêtres qui scintillaient comme des diamants au soleil du matin. Du lierre grimpait sur les murs selon des motifs élégants. Et une fontaine dominait l'allée circulaire, gelée maintenant, mais toujours belle. Le cœur de Sophie battait la chamade dans sa poitrine. Dans quoi s'était-elle embarquée ? Le chauffeur lui ouvrit la portière. « Bienvenue au manoir Dragonheart, mademoiselle Sophie. » Sophie sortit de la voiture, serrant son sac usé comme une bouée de sauvetage. Elle se sentait petite, ridicule, une pauvre à la porte d'un royaume. Mais elle était allée aussi loin. Elle n'allait pas faire demi-tour maintenant. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Kaël se tenait là, vêtu plus décontracté qu'hier, mais toujours incroyablement élégant. Pantalon sombre, chemise blanche, ouverte au col. À la lumière du matin, elle pouvait voir quelque chose qu'elle avait manqué auparavant. Le long de son cou,
juste visible au-dessus de son col. Sa peau semblait chatoyée. Pas tout à fait des écailles, mais quelque chose d'approchant. Un motif qui captait la lumière et scintillait en or avant de disparaître lorsqu'il tournait la tête. Sophie cligna des yeux, et c'était parti. Un jeu de lumière, se dit-elle, rien de plus. « Vous êtes venu », dit Kaël. Il n'y avait aucune surprise dans sa voix, mais ses épaules semblèrent se détendre légèrement. « J'ai dit que je viendrais. » Il hocha la tête et s'écarta. « Alors, bienvenue chez moi. Les garçons attendent. » Sophie franchit la porte et entra dans un autre monde. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur. Sol sans marbre, plafond voûté, des peintures qui semblaient assez anciennes et précieuses pour appartenir à un musée. C'était magnifique, mais c'était aussi froid, formel. Pas le genre d'endroit où les enfants jouent, rient et font des bêtises. Sophie pensa à la photographie, aux deux garçons tristes dans leurs vêtements trop formels. Elle commençait à comprendre pourquoi ils pouvaient être si malheureux. Kaël la conduisit à travers un labyrinthe de couloirs et de pièces, jusqu'à ce qu'ils atteignent une porte qui semblait légèrement différente des autres, moins formelle, plus usée sur les bords, comme si elle était réellement utilisée. « La chambre d'enfant », expliqua Kaël. Il s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. « Je dois vous prévenir, Léo peut-être, eux difficiles. Il se peut qu'ils ne reconnaissent pas du tout votre présence. Et Lucas pourrait vous poser des centaines de questions. Il utilise les mots comme des boucliers. » Sophie hocha la tête. « Je comprends. Vraiment ?» Kaël la regarda avec ses yeux couleur noisette. « Mes fils ont rejeté chaque femme que j'ai fait entrer dans cette maison. Ils ont fait des crises de colère, déclenché des incendies. L'un d'eux a mordu une nounou si fort qu'elle a eu besoin de points de suture. » Sophie regarda la porte. Elle pensa à la petite fille au jardin des plantes, à la peur, à la perte, et au besoin désespéré de se protéger de plus de douleur. « Ils ont peur, » dit-elle doucement. « C'est tout, juste peur. » Kaël la fixa pendant un long moment, puis il ouvrit la porte. La chambre d'enfant était une grande pièce remplie de jouets qui semblaient chers et à peine touchés. 2 lits étaient placés contre les murs opposés, couverts de couvertures qui coûtaient probablement plus cher que toute la garde-robe de Sophie. Et là, au centre de la pièce, se trouvaient les jumeaux. Ils étaient encore plus frappants en personne que sur la photographie, identiques en tout point, de leurs cheveux sombres à leurs yeux couleur noisette, en passant par la forme de leurs petits visages. Ils jouaient avec des blocs, ou du moins. L'un d'eux jouait tandis que l'autre restait immobile, fixant le vide. « Lucas. »« Léo, » dit Kaël. « Voici mademoiselle Sophie. Elle va passer un peu de temps avec nous. » Le jumeau actif. Lucas leva immédiatement les yeux. Ses yeux étaient perçants, évaluateurs, bien trop vieux pour son jeune visage. « Encore une nounou ?» demanda-t-il. Sa voix était plate, sans impression. « Elle ne tiendra pas non plus. » Sophie ne broncha pas. Elle s'agenouilla, se mettant à son niveau, comme elle l'avait fait avec la petite fille au jardin des plantes. « Je ne suis pas une nounou, » dit-elle calmement. « Je suis juste de passage. Ton père a pensé que nous pourrions aimer faire connaissance. » Lucas plissa les yeux. « Pourquoi ? » « Parce que je suis douée pour jouer, » dit Sophie simplement. « Et j'ai pensé que tu pourrais l'être aussi. » Lucas eut l'air méfiant. « Quel genre de jeu ?» Sophie jeta un coup d'œil autour de la pièce. Tout cet équipement coûteux, tous ces jouets sophistiqués, et 2 petits garçons qui semblaient avoir oublié ce qu'était le plaisir. « Quel genre aimes-tu » demanda-t-elle. Lucas ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Il semblait perdu.
comme si personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Sophie attendit. Elle n'insista pas. Elle ne suggéra rien. Elle attendit juste. Finalement, Lucas dit « J'aime construire, fabriquer des choses. Mais les blocs ici sont ennuyeux. Montre-moi, dit Sophie. Lucas hésita. Puis lentement, il ramassa un des blocs et le lui tendit. Il était fait d'une sorte de bois poli, parfaitement lisse, parfaitement uniforme. Sophie le prit, le tourna dans ses mains. « Tu as raison, dit-elle. Ils sont ennuyeux. » Elle le reposa sur le sol. « Et si on construisait quelque chose de différent? Comme quoi? Comme... » Sophie regarda autour d'elle. Ses yeux se posèrent sur une pile de livres dans un coin, comme un château, avec des livres, des couvertures, et tout ce qu'on pourra trouver. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent légèrement. C'est contraire au règlement. Quel règlement? Celui des nounous. Sophie sourit. Tant mieux que je ne sois pas une nounou alors. Pendant un long moment, Lucas la fixa simplement. Puis, lentement, le coin de sa bouche tressaillit. Pas tout à fait un sourire, mais presque. D'accord, dit-il. Construisons un château. Ils passèrent l'heure suivante à construire une forteresse élaborée, avec des livres, des oreillers, des couvertures, et tout ce qu'ils purent trouver. Sophie laissa Lucas prendre les devants, suivant ses instructions, aidant quand il le demandait, suggérant des idées quand il était bloqué. Elle était tellement concentrée sur Lucas qu'elle remarqua à peine quand Léo bougea, mais Kaël le remarqua. Il se tenait toujours près de la porte, observant, et son inspiration vive attira l'attention de Sophie. Léo s'était levé de sa place dans le coin, lentement, silencieusement. Il traversait la pièce vers l'endroit où Sophie et Lucas travaillaient. Sophie ne le regarda pas directement, ne confirma pas son approche. Elle continua à construire, à parler à Lucas, agissant comme si rien d'inhabituel ne se passait. Léo s'arrêta à environ 1 mètre, assez près pour regarder, assez loin pour courir s'il en avait besoin. Sophie ramassa un oreiller et le tendit à Lucas. « Il nous faut quelque chose pour la tour, dit-elle nonchalamment. Qu'en penses-tu » Lucas prit l'oreiller. Puis il regarda son frère. « Léo peut aider, dit-il. Il est doué pour les tours. » Sophie hocha la tête comme si c'était la chose la plus normale du monde. Elle ramassa un autre oreiller et le posa sur le sol entre elle et Léo. Puis elle retourna à la construction, laissant l'oreiller là, une invitation, pas une exigence. Les minutes s'étirèrent. Sophie construisait, Lucas dirigeait, et Léo restait à regarder, son petit visage illisible. Puis, si lentement que Sophie aurait pu l'imaginer. Léo se pencha et ramassa l'oreiller. Il ne regarda pas Sophie, ne parla pas, mais il plaça l'oreiller soigneusement au sommet de la tour que Lucas construisait. Sophie sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle les chassa rapidement, gardant son visage neutre. « Parfait, » dit Lucas. « Maintenant, il nous faut un drapeau. » Léo se tourna et marcha vers le coin. Il ramassa une petite couverture et la rapporta. Toujours sans un mot, il la tendit à son frère. Lucas la prit et regarda Léo avec une expression qui brisa le cœur de Sophie. De l'espoir désespéré, fragile. « Merci, Léo, » murmura-t-il. Léo ne répondit pas, mais il s'assit à côté du château et commença à aider à construire. Près de la porte, Kaël fit un bruit que Sophie ne put interpréter. Quand elle jeta un coup d'œil en arrière, ses yeux étaient d'une brillance suspecte. Elle se retourna vers les garçons et continua à construire. Quand le château fut terminé, Lucas le déclara la plus grande forteresse jamais construite. Léo ne dit rien, mais il toucha le drapeau de couverture avec des doigts délicats,
son expression presque paisible. « Mademoiselle Sophie, dit Lucas soudainement, allez-vous partir comme tous les autres ?» Sophie hésita. Elle regarda ces deux garçons, si brisés et si courageux. Elle regarda leur château de livres et d'oreillers. Elle pensa aux rues qui l'attendaient dehors, à l'avenir froid auquel elle essayait d'échapper. Et elle pensa à ce que signifierait de rester. « Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Cela dépend de beaucoup de choses. Comme quoi? Comme si votre père et moi pouvions nous arranger. Et comme si vous et Léo vouliez que je sois ici. » Lucas regarda son frère. Léo ne parla pas. Mais il se rapprocha légèrement de Sophie. Sans la toucher, juste plus près. « Je crois que oui, dit Lucas doucement. Que nous voulons que vous soyez ici, je veux dire. » Sophie sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Une porte qui s'ouvrait. Une décision qui se prenait. Elle regarda Kaël, toujours debout près de la porte, les observant avec ses yeux couleur noisette pleins d'espoir, de peur et d'un désir désespéré. « Pouvons-nous parler ?» lui demanda-t-elle. « En privé ?» Kaël hocha la tête. Il jeta un coup d'œil au garçon. « Restez ici. Je reviens bientôt. » Lucas hocha la tête sérieusement, comme s'il comprenait la gravité du moment. Léo continua simplement à toucher le drapeau de couverture, perdu dans son propre monde. Sophie se leva et suivit Kaël hors de la pièce. Ils marchèrent en silence jusqu'à un bureau au bout du couloir. C'était une belle pièce, tout en bois sombre et en meubles de cuir. Mais Sophie le remarqua à peine. Son esprit était en ébullition. Kaël ferma la porte derrière eux et se tourna vers elle. « C'était remarquable, dit-il, ce que vous avez fait là-dedans. Léo ne s'est volontairement approché de personne depuis 2 ans. » Sophie hocha la tête lentement. « Ce sont de bons garçons, juste blessés. » Oui, la voix de Kaël était rauque. Ils le sont. Il y eut un long silence. Puis Sophie prit une profonde inspiration et posa la question qui lui brûlait l'esprit depuis qu'elle avait franchi la porte. « Qu'est-ce que cet arrangement impliquerait exactement ?» demanda-t-elle. « Ce mariage que vous avez proposé, qu'attendrait-on de moi ?» Kaël examina attentivement la question avant de répondre. « Vous seriez leur mère dans tous les sens pratiques du terme, dit-il. Vous vivriez ici. Vous prendriez soin d'eux. Vous les aideriez à guérir. En échange, vous auriez accès à toutes les ressources de cette maison. Argent, vêtements, tout ce dont vous avez besoin. Vous ne manquerez de rien. Et vous ?» demanda Sophie. « Quelle serait notre relation ?» L'expression de Kaël était illisible. « Je serais votre mari de nom. Nous partagerions une maison, mais pas. » Il hésita. « Pas une chambre à coucher. Pas ce genre d'intimité. Ce serait un arrangement de commodité. Pas de romance. » Sophie sentit quelque chose qui aurait pu être du soulagement ou de la déception. Elle n'était pas sûre de ce que c'était. « Donc nous serions partenaires, » dit-elle. « Rien de plus, partenaires. » Kaël hocha la tête. « 2 personnes avec un objectif commun, guérir mes enfants. » Sophie y pensa, au garçon dans l'autre pièce, au centre d'hébergement d'urgence qui l'attendait si elle disait non, à la vie qu'elle pourrait avoir ici, même si ce n'était pas la vie dont elle avait rêvé autrefois. « J'ai des conditions, dit-elle. Nommez-les. » Sophie prit une profonde inspiration. « Premièrement, dit-elle, j'ai besoin de connaître la vérité, toute la vérité, sur votre famille, sur ce qui est arrivé à votre femme, sur tout ce qui pourrait affecter ses enfants. » Mathieu resta silencieux un instant. Puis il acquiesça. « C'est juste. Tu auras toute la vérité. Je te le promets. » Deuxièmement, continua Sophie, je ne serai pas traitée comme une servante, si je dois être leur mère. J'ai besoin d'être traité comme un membre de cette famille, pas comme du personnel. « Tu serais ma femme, » répondit Mathieu. « Mon égal en tout. » Troisièmement. Sophie le regarda droit dans les yeux.
J'ai besoin que vous soyez honnête sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas donner. Si vous ne pouvez pas m'aimer, très bien, je ne demande pas l'amour. Mais j'ai besoin de respect. J'ai besoin d'honnêteté. J'ai besoin de savoir que je peux vous faire confiance. Mathieu soutint son regard. Vous avez ma parole. Sophie hocha lentement la tête. Alors, j'ai une dernière question. Posez-la. Pourquoi moi? Sophie écarta les mains. Vraiment, il doit y avoir des milliers de femmes qui sauteraient sur l'occasion d'épouser un homme comme vous, riche, puissant, avec une belle maison et des enfants adorables. Pourquoi choisir une femme sans domicile fixe qui n'a rien à offrir? Mathieu resta silencieux pendant un long moment. Puis, il se dirigea vers la fenêtre et regarda les jardins gelés au-delà. « Ma femme, dit-il finalement, était l'amour de ma vie. Quand elle est morte, une partie de moi est morte avec elle. J'ai passé 2 ans à regarder mes fils souffrir et j'ai été incapable de les aider. Rien de ce que je fais ne les atteint. Personne que j'embauche ne peut percer leur mur. » Il se retourna vers Sophie. « Mais vous l'avez fait, dit-il. En 1 heure, vous avez accompli ce que 47 professionnels n'ont pas pu faire. Vous avez touché Léo. Vous avez fait sourire Lucas. Vous avez construit un château de livres. Et vous avez rendu mes enfants heureux pour la première fois depuis 2 ans. » Sa voix se brisa légèrement. « Je me fiche de la richesse, du statut ou de l'éducation, continua-t-il. Je me soucie de mes fils. Et vous êtes la première personne qui me donne l'espoir qu'ils puissent réellement aller bien. » Sophie sentit les larmes la menacer à nouveau. Elle les chassa d'un silement. « Vous me connaissez à peine, murmura-t-elle. J'en sais assez. » Les yeux de Mathieu étaient intenses. « Je sais que vous êtes gentille, que vous êtes patiente, que vous voyez les enfants effrayés comme des enfants, pas comme des problèmes à résoudre. Je sais que lorsque vous n'aviez rien, vous vous êtes quand même arrêté pour aider une petite fille perdue au jardin des plantes. Et je sais que mes fils ont besoin de quelqu'un exactement comme vous. » Sophie resta là, dans cette belle pièce, dans cette situation impossible, et essaya de comprendre tout ce qui se passait. 48 heures auparavant, elle se préparait à vivre dans la rue. Maintenant, on lui offrait une maison, une famille, un but. Tout ce qu'elle avait à faire était d'épouser un inconnu. Elle pensa à Lucas et Léo, à leurs yeux tristes et à leur cœur brisé, à la façon dont Léo avait ramassé ce coussin et s'était joint à eux, faisant son premier pas vers le monde des vivants. Elle pensa à elle-même, aux années de service qui s'étaient terminées par une trahison, à la solitude qui avait défini sa vie pendant si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était que d'appartenir à un endroit. Et elle prit sa décision. « Oui, dit-elle. » Mathieu se figea. « Oui, oui. » Sophie acquiesça. « Je vous épouserai. Je serai une mère pour vos fils. J'essaierai de les aider à guérir. » Mathieu ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il y avait une humidité qu'il ne prit pas la peine de cacher. « Merci, » souffla-t-il. « Merci. » Sophie leva la main. « Mais nous prenons les choses lentement. Le mariage peut avoir lieu quand vous le souhaitez. Mais j'ai besoin de temps pour établir une relation avec Lucas et Léo avant que quoi que ce soit ne devienne permanent. Je ne ferai pas de promesses à des enfants que je ne pourrai peut-être pas tenir. »« Tout ce dont vous avez besoin, » répondit Mathieu, « quel que soit le temps que cela prendra. Je suis juste reconnaissant que vous soyez prête à essayer. » Sophie regarda cet homme, cet inconnu qui était sur le point de devenir son mari. Elle se demanda dans quoi elle s'embarquait. Elle se demanda si elle était en train de commettre la plus grande erreur de sa vie. Mais ensuite, elle pensa à ses 2 petits garçons et à leurs yeux hantés, et elle sut, au plus profond de son cœur, que certains risques valaient la peine d'être pris. « Quand est-ce qu'on commence ?» demanda-t-elle. Mathieu sourit.
C'était le premier vrai sourire qu'elle avait vu de lui, et cela transforma son visage, le faisant passer de sévère à presque beau. « Tout de suite, dit-il, si vous êtes prête. » Sophie était prête. Le mariage eut lieu 3 jours plus tard. Ce n'était rien de ce que Sophie avait imaginé que son mariage serait, à l'époque où elle se permettait encore d'imaginer de telles choses. Pas de robe blanche, pas de fleurs, pas d'invités, à l'exception des témoins officiels et des jumeaux, qui se tenaient solennellement aux côtés de leur père. Juste un petit bureau dans le palais de justice de la ville. Quelques signatures. Une simple alliance en argent que Mathieu glissa à son doigt avec des mains étonnamment douces. « Cette bague est temporaire, dit-il doucement, pour qu'elle seule puisse l'entendre. Quand vous serez prête à choisir quelque chose de permanent, vous pourrez choisir ce que vous voulez. » Sophie regarda la simple alliance. Elle n'était ni tape à l'œil ni chère, pas comme l'environnement dans lequel elle emménageait, mais elle était réelle, solide. Une promesse rendue visible. « J'aime bien celle-ci, dit-elle. » Mathieu eut l'air surpris. « Vous n'êtes pas obligé de la garder. Je peux me permettre beaucoup plus. »« Je sais. » Sophie sourit légèrement. « Mais cette bague représente le jour où ma vie a recommencé. Je ne pense pas que je veuille la remplacer. » Quelque chose changea dans l'expression de Mathieu. Quelque chose de doux et d'émerveillé qui fit battre le cœur de Sophie. Mais avant qu'elle ne puisse examiner cette sensation de trop près, Lucas tira sur sa manche. « Est-ce que ça veut dire que vous êtes notre maman maintenant ?» demanda-t-il. Ses yeux couleur noisette grands et sérieux. Sophie s'agenouilla à sa hauteur. « Ça veut dire que je vais essayer de l'être, » dit-elle honnêtement. « Si vous le voulez. » Lucas regarda Léo, qui se tenait légèrement à l'écart, les observant avec son expression habituellement illisible. « On veut bien, » dit Lucas. Tous les deux, Sophie sentit les larmes lui picoter les yeux. Elle tendit la main et toucha doucement la main de Léo. Il ne se retira pas. « Alors, je ferai de mon mieux, » dit-elle. « Je le promets. » Emménager au manoir Dragonheart fut bouleversant. Sophie avait grandi pauvre, avait travaillé comme femme de ménage toute sa vie d'adulte et avait passé les 3 derniers mois dans un centre d'hébergement d'urgence. Elle n'était pas préparée à l'ampleur de sa nouvelle maison. Sa chambre, à elle seule, était plus grande que tout l'appartement dans lequel elle avait grandi. Le lit aurait pu accueillir 4 personnes confortablement. Le placard avait la taille d'une petite chambre, déjà remplie de vêtements à sa taille exacte, que Mathieu avait réussi à se procurer entre la demande en mariage et le mariage. « Je ne savais pas quel style vous préférez, » dit-il, quand elle les découvrit. « Alors j'en ai acheté une variété. Retournez tout ce que vous n'aimez pas. » Sophie passa ses doigts sur la soie et le cachemire, sur des tissus qu'elle n'avait jamais touchés qu'en faisant la lessive pour ses employeurs. « C'est trop, » murmura-t-elle. « C'est approprié pour votre position, » dit Mathieu. « Vous êtes Lady Dragonheart maintenant. Vous devriez vous habiller en conséquence. Lady Dragonheart. » Le nom sonnait étrange, étranger, comme un costume qu'elle essayait pour voir s'il lui allait. Mais lorsqu'elle se regarda dans le miroir, portant une de ses nouvelles robes pour la première fois, quelque chose changea. Elle avait l'air différente, pas seulement à cause des vêtements, mais quelque chose dans ses yeux. Elle avait l'air de quelqu'un d'important. Peut-être qu'elle pourrait s'habituer à ça, après tout. Les premières semaines furent une véritable leçon. Sophie devait comprendre le fonctionnement de la maison, qui tournait comme une horloge, grâce à un personnel de maison qui la regardait avec des degrés variés de suspicion. Elle devait apprendre la géographie de cette énorme demeure, qui avait plus de pièces qu'elle ne pouvait en compter, et au moins 3 escaliers. Elle devait gérer sa nouvelle relation étrange avec Kael, qui était d'une politesse irréprochable, mais gardait une distance prudente, comme s'il avait peur de franchir une ligne invisible. Mais surtout, elle se concentrait sur les garçons. Lucas était le plus facile des deux, d'une certaine manière. Il parlait constamment, un flot de questions, d'observations,
et de faits aléatoires qui ne semblaient jamais s'arrêter. Au début, Sophie pensait qu'il était juste naturellement bavard, mais au fil des jours, elle réalisa la vérité. Lucas parlait parce que le silence lui faisait peur. Le silence signifiait penser, et penser signifiait se souvenir. La mort de sa mère, le repli sur soi de son frère, le défilé de nounous qui allaient et venaient, chacune étant une preuve supplémentaire que les gens finissaient toujours par partir. Alors Sophie le laissa parler. Elle répondait à ses questions, aussi aléatoires soient-elles. Elle encourageait ses observations, et lentement, prudemment. Elle commença à lui apprendre que certains silences étaient acceptables, que chaque moment de calme n'était pas une menace. Il s'asseyait dans le jardin des plantes, emmitouflé contre le froid, et Sophie disait « Voyons combien de temps nous pouvons écouter les oiseaux sans parler. » Au début. Lucas tenait à peine 30 secondes, mais avec le temps, il s'améliora. 1 minute, 2 minutes, 5. « Je ne savais pas que les oiseaux faisaient autant de sons différents, dit-il un jour. Sa voix pleine d'émerveillement. Sophie sourit. C'est incroyable ce qu'on entend. Quand on s'arrête pour écouter, Léo était plus difficile. Il ne parlait toujours pas. Passait toujours la majeure partie de son temps dans son propre monde silencieux. Mais Sophie avait remarqué quelque chose. Il observait, il écoutait, il faisait attention à tout ce qui l'entourait, avec une intensité presque troublante pour un enfant de 5 ans. Alors Sophie commença à communiquer avec lui différemment. Elle dessinait des images et les laissait là où il pouvait les trouver. Elle mettait de la musique et observait ses réactions. Elle s'asseyait près de lui, pas trop près, et vaquait à ses propres occupations tranquilles, lui faisant savoir qu'elle était là. Sans rien exiger, un jour, environ 1 mois après le mariage, Sophie était dans la chambre d'enfant, en train de plier certains des vêtements des garçons. Léo était à sa place habituelle, près de la fenêtre, regardant la neige. Sophie commença à fredonner. C'était une vieille chanson, celle que sa mère lui chantait quand elle était enfant. Une berceuse sur les étoiles, les rêves et les endroits sûrs. Elle ne pensait pas à Léo. Elle fredonnait juste pour elle-même, perdue dans ses souvenirs. Mais alors, elle remarqua que Léo s'était détourné de la fenêtre. Il la regardait, ses yeux couleur noisette fixés sur son visage, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sophie continua à fredonner, continua à plier, ne réagit pas. Léo se leva et marcha vers elle, lentement, prudemment, comme un animal sauvage approchant quelque chose dont il n'était pas sûr. Le cœur de Sophie s'emballa, mais elle garda ses mouvements calmes, garda sa voix stable. La chanson continua, douce et douce dans la pièce silencieuse. Léo s'arrêta juste à côté d'elle. Il était si proche qu'elle pouvait sentir sa chaleur. Ce petit garçon qui avait été si froid et distant pendant si longtemps, puis d'une voix si basse qu'elle faillit ne pas l'entendre. Léo prononça son premier mot depuis 2 ans. « Maman ». Sophie arrêta de fredonner. Ses mains se figèrent. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle ne pouvait pas retenir. Léo la regarda, ses propres yeux brillants de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. « Chanson », murmura-t-il, « chanson, maman ». Sophie comprit, d'une manière ou d'une autre, impossiblement. Léo se souvenait de cette berceuse. Peut-être que sa mère avait chanté quelque chose de similaire. Peut-être que la mélodie avait touché un souvenir profond que les mots ne pouvaient pas atteindre. Elle laissa tomber les vêtements et s'agenouilla, ouvrant ses bras. Elle ne s'attendait pas à ce que Léo vienne vers elle. Il avait à peine toléré le contact physique depuis son arrivée. Mais il le fit. Il marcha dans ses bras et laissa se faire serrer contre lui, son petit corps tremblant contre le sien. Sophie le serra dans ses bras et pleura. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. 2 ans de silence? Non. 2 ans de cet enfant enfermé dans son propre chagrin. Et une simple chanson
avait été la clé. « Je suis là », murmura-t-elle dans ses cheveux. « Je suis là, et je ne vais nulle part. » Léo ne répondit pas, mais il serra plus fort. C'est ainsi que Kaël les trouva 20 minutes plus tard. Sophie assise sur le sol de la chambre d'enfant. Léo recroquevillé sur ses genoux, tous les deux calmes et immobiles. Kaël se tenait dans l'embrasure de la porte, figé. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts. « Il a parlé », dit Kaël. Sa voix se brisa. « Le personnel me l'a dit. Ils ont dit qu'il avait dit quelque chose. » Sophie leva les yeux vers lui, les larmes encore fraîches sur ses joues. « Il m'a appelé maman, » dit-elle, « et il m'a demandé de continuer à chanter. » Kaël traversa la pièce en 3 longues enjambées. Il tomba à genoux à côté d'eux, sa main se tendant pour toucher le dos de Léo, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire que c'était réel. « Léo, » dit-il doucement, « mon fils. » Léo tourna légèrement la tête. Il regarda son père avec ses yeux couleur noisette, si semblables à ceux de Kaël. « Papa » murmura-t-il. Kaël fit un son qui était à moitié rire, à moitié sanglot. Il les prit tous les deux dans ses bras, les serrant comme si c'étaient les choses les plus précieuses du monde. « 2 ans, dit-il, sa voix rauque. 2 ans que j'attends d'entendre sa voix à nouveau. » Sophie ne savait pas quoi dire. Alors elle s'accrocha, laissant les bras de Kaël l'encercler. Elle et Léo, sentant quelque chose changer entre eux, qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Lorsque Kaël finit par se retirer, ses yeux étaient rouges. Mais il souriait vraiment, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. « Comment as-tu fait ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce qui était différent ?»« J'ai chanté. »« M'grill » dit Sophie simplement. « Une chanson que ma mère avait l'habitude de me chanter. Je pense que peut-être sa mère chantait quelque chose de similaire. » L'expression de Kaël vacilla de douleur. « Elle le faisait, » dit-il doucement. « Tous les soirs, c'était sa berceuse préférée. » Sophie hocha lentement la tête. Il se souvenait, quelque part à l'intérieur. Il se souvenait d'elle, et entendre la chanson a ramené ce souvenir. Kaël la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Vous êtes extraordinaire, » dit-il. « Le savez-vous ? Vous avez fait en 1 mois ce que des dizaines de professionnels n'ont pas pu faire en 2 ans. J'ai juste écouté, » dit Sophie, « et j'ai attendu. C'est tout ce dont quelqu'un a vraiment besoin parfois. » Kaël resta silencieux pendant un long moment. Puis il tendit la main et prit la sienne. « J'ai conclu un arrangement commercial avec vous, » dit-il. « Un mariage de convenance, pas d'émotion, pas de complications. »« Oui ?» dit Sophie prudemment. « C'était l'accord. Je pense, » dit Kaël lentement, « que j'ai peut-être sous-estimé ce qui se passerait quand je vous ferai entrer dans cette maison. » Le cœur de Sophie battait vite. « Que voulez-vous dire ? Je veux dire, que vous voir avec mes fils. » « Sophie. » Kaël secoua la tête. « Je n'ai jamais vu personne les aimer comme vous les aimez. Et je me surprends à ressentir des choses que je ne m'attendais pas à ressentir. »« Kaël. »« Je ne demande rien, dit-il rapidement. Notre arrangement tient toujours. Je voulais juste que vous sachiez que vous êtes devenue plus qu'une solution pour moi, Sophie. Vous êtes devenue. » Il chercha le mot. « Importante. » Sophie regarda cet homme, qui l'avait engagée pour être une mère, et qui, d'une manière ou d'une autre, était devenu quelque chose de plus. Elle pensa à l'accord qu'ils avaient conclu, aux limites qu'ils avaient fixées, et elle pensa à la vitesse à laquelle ces limites commençaient à s'estomper. Avant qu'elle ne puisse répondre, Lucas fit irruption dans la pièce. « Père, Sophie !» Il dérapa, les yeux énormes. « Léo a vraiment parlé ?» Les domestiques ont dit qu'il avait parlé. « C'est vrai, dit Kaël, se tournant pour inclure son fils aîné. « Ton frère a dit 2 mots. » Lucas se tourna vers Léo.
qui était toujours recroquevillé sur les genoux de Sophie. « Léo !» cria-t-il. « Tu as parlé ! Dis quelque chose d'autre, dis mon nom !» Léo regarda son frère. Pendant un instant, Sophie pensa qu'il allait se replier dans le silence, submergé par la tension. Mais alors, très doucement, il dit « Lucas !» Lucas fondit en larmes. Il se jeta sur son frère, l'étreignant si fort qu'ils tombèrent tous les deux. « Je savais que tu pouvais le faire, » sanglota Lucas. « Je savais que tu étais toujours là. Tu m'as tellement manqué. » Léo le serra à son tour, ses petits bras enlaçant son jumeau. « Tu m'as manqué aussi, murmura-t-il. » Sophie et Kaël échangèrent un regard par-dessus la tête des garçons. Quelque chose d'implicite passa entre eux, une reconnaissance de l'instant, une joie partagée qui dépassait leur arrangement. « C'est ça, » pensa Sophie. « C'est ce que l'on ressent dans une famille. » Elle avait presque oublié. Les semaines qui suivirent furent comme un rêve. Léo n'est pas soudainement devenu un moulin à paroles. Il était toujours calme, toujours prudent, toujours enclin à se replier sur lui-même, lorsque les choses devenaient accablantes. Mais il parlait maintenant. Quelques mots ici, une phrase là. Chacun d'eux un cadeau que Sophie chérissait. Lucas, pendant ce temps, commença aussi à changer. Il parlait toujours beaucoup. Mais le ton désespéré avait disparu de sa voix. Il n'avait plus besoin de mots pour combler chaque silence. Il pouvait juste être. Et Sophie se surprit à s'installer dans sa nouvelle vie, d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Elle apprit les routines de la maison. Elle se lia d'amitié avec les domestiques, qui se sont progressivement réchauffés envers elle, en voyant combien elle aimait les garçons. Elle explora les jardins du domaine, découvrant des potagers et des serres, et un petit étang, qui serait magnifique au printemps. Elle en apprit aussi davantage sur Kaël. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait, pas froid, haut ni cruel, ni distant, juste, sur ses gardes, comme quelqu'un qui avait été tellement blessé qu'il avait construit des murs autour de lui, pour empêcher que cela ne se reproduise. Mais les murs commençaient à se fissurer. Sophie le voyait dans la façon dont il la regardait parfois, quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Elle le voyait dans la façon dont sa main s'attardait sur la sienne, quand ils s'asseyaient ensemble le soir. Elle le voyait dans la façon dont ses yeux s'adoucissaient, quand il la regardait avec les garçons. Elle voyait aussi des choses qui la troublaient, le scintillement sur son cou, qui apparaissait et disparaissait, l'étrange chaleur qui rayonnait de lui parfois, mais comme s'il avait une fièvre qui ne tombait jamais vraiment, la façon dont ses yeux semblaient briller dans certaines lumières, plus dorées que couleur noisette, et il y avait d'autres choses, des choses étranges, comme la façon dont les domestiques semblaient presque avoir peur de lui, comme la façon dont certaines pièces de la maison étaient toujours fermées à clé, comme la façon dont Kaël disparaissait parfois pendant des heures, revenant sans explication et avec un regard sur son visage qui décourageait les questions. Sophie ne s'immisçait pas. Elle avait conclu un marché, et une partie de ce marché consistait à accepter qu'elle ne sache pas tout de la vie de son mari. Mais elle était curieuse, et elle commençait à s'en soucier suffisamment pour vouloir savoir. La vérité éclata un soir, environ 6 semaines après le mariage. Sophie se promenait dans un couloir qu'elle utilisait rarement, à la recherche d'un livre qu'elle avait laissé dans l'un des salons. La maison était silencieuse, les garçons dormaient. La plupart des domestiques s'étaient retirés pour la nuit. Elle entendit des voix provenant de derrière une porte fermée. La voix de Kaël, et une autre voix, féminine, qu'elle ne reconnaissait pas. Sans réfléchir, Sophie s'approcha. Elle ne voulait pas espionner. Elle voulait juste savoir qui rendait visite à cette heure tardive. « Vous ne pouvez pas continuer à faire ça, » disait la voix féminine. « Tôt ou tard, quelqu'un le découvrira. Et quand ils le feront, ils ne le découvriront pas, » dit Kaël. «
J'ai été prudent. La prudence ne suffit pas. La voix était froide, impérieuse. Elle est humaine. Kael. Elle n'a pas sa place dans notre monde. Vous auriez dû choisir quelqu'un de votre espèce, pas une pauvre vagabonde que vous avez ramassée dans la rue. Le sang de Sophie se glaça. Notre monde. Votre espèce. C'est ma femme, dit Kael. Et il y avait de l'acier dans sa voix. Et elle sera traitée avec respect. Morgana, je me fiche de ce que vous pensez des humains. Sophie fait partie de la famille maintenant. Un rire cassant. La famille. Elle ne sait même pas ce que vous êtes. Que se passera-t-il quand elle le découvrira? Quand elle vous verra pour ce que vous êtes réellement? C'est mon problème, pas le vôtre. La porte s'ouvrit soudainement. Sophie recula. Mais il était trop tard. Elle était prise. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte, grande, élégante, avec des traits étrangement semblables à ceux de Kael, même pommette haute, même expression sévère, mais ses yeux étaient différents, bleu glacier au lieu de couleur noisette, et froid, tellement froid. « Tiens, tiens, dit la femme, ses lèvres se courbant en un sourire sans chaleur. La petite mariée humaine. On écoute aux portes, n'est-ce pas? Sophie redressa la colonne vertébrale. Je n'écoutais pas, je cherchais un livre. Bien sûr que vous l'étiez. Les yeux de la femme balayèrent Sophie avec dédain. Je suis Morgana, la sœur de Kael, et vous êtes la chatte errante qui l'a ramenée à la maison pour jouer à la mer. Morgana. Kael apparut derrière sa sœur, le visage tendu de colère. Ça suffit, je ne fais qu'énoncer des faits, frère. Morgana ne quitta pas Sophie des yeux. Le sait-elle? Sait-elle ce qu'elle a épousé? Sophie les regarda tour à tour. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû être confuse. Mais quelque chose en elle se mit en place. Toutes les choses étranges qu'elle avait remarquées. Tous les morceaux qui ne correspondaient pas tout à fait. « Qu'est-ce que vous êtes ?» demanda-t-elle doucement. Le visage de Kael pâlit. « Sophie. »« Elle mérite de savoir, » dit Morgana, avant qu'elle ne s'enfuie en hurlant de cette maison. « Je ne vais pas m'enfuir, » dit Sophie. Elle fut surprise par la fermeté de sa voix. « J'ai fait une promesse à ces garçons là-haut. Je ne vais nulle part. Mais je veux la vérité. Toute la vérité. » Il y eut un long silence. Puis Kael s'avança. « Viens avec moi, dit-il. Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Il la conduisit dans une partie de la maison où elle n'était jamais allée auparavant, en bas d'un escalier qu'elle n'avait jamais remarqué, à travers des portes qui ne s'ouvraient que lorsque Kael les touchait. Finalement, ils débouchèrent dans une pièce qui coupa le souffle à Sophie. C'était une caverne, un vaste espace souterrain, illuminé par des torches qui brûlaient avec d'étranges flammes bleues. Les murs étaient couverts de sculptures, des dragons, des centaines de dragons, certains en plein vol, d'autres crachant du feu, d'autres encore enroulés autour de trésors, et au centre de la pièce, exposée, sur un piédestal, se trouvait une épée. Non, pas une épée. Une croque de dragon, polie et aiguisée, aussi longue que Sophie était grande. « C'est le cœur du manoir Dragonheart, » dit Kael doucement. « L'héritage de ma famille. » Sophie se tourna pour le regarder, et dans la lueur bleue du feu, elle le vit clairement pour la première fois. Le chatoiement sur son cou n'était pas un effet de lumière. C'étaient des écailles, de vraies écailles, dorées et scintillantes, se propageant de son col vers le bas, sous sa chemise. Ses yeux brillaient, pas couleur noisette, or de l'or liquide, en fusion, comme du feu emprisonné dans du verre. Et ses mains, sa main gauche était encore humaine, mais sa main droite avait changé. Les doigts étaient de plus longs, terminés par des griffes. La peau était recouverte d'écailles dorées. « Je suis un dragon, » dit Kael.
Sa voix était ferme, mais il y avait de la peur dans ses yeux, la peur de sa réaction, la peur de la perdre. Ma famille règne sur ces terres depuis 1000 ans. Nous pouvons prendre forme humaine, vivre parmi votre espèce, mais nous ne sommes pas humains. Nous sommes quelque chose d'autre, entièrement. Sophie le fixa. Les écailles, les griffes. L'homme qui n'était pas un homme du tout. Elle aurait dû être terrifiée. Elle aurait dû s'enfuir en hurlant, comme Morgana l'avait prédit. Mais elle pensa à Lucas et Léo, à leurs yeux dorés qui ressemblaient à ceux de leur père, à l'étrange chaleur qu'ils irradiaient, à la façon dont ils semblaient parfois bouger plus vite que des enfants ne le devraient. « Ils sont des dragons aussi », dit-elle. « Ce n'était pas une question. »« À moitié dragon, » confirma Kael. « Leur mère était humaine. Comme toi. Mais oui, ils portent mon sang. Ils développeront pleinement leurs capacités quand ils seront plus grands. » Sophie hocha la tête lentement. Elle était en train de traiter l'information, essayant de donner un sens à un monde qui s'était soudainement étendu au-delà de tout ce qu'elle avait. « Imaginez, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» demanda-t-elle. « Parce que j'avais peur, » dit Kael simplement. « Peur que tu partes, peur que tu enlèves la seule bonne chose qui soit arrivée à mes fils depuis 2 ans. » Il fit une pause. « Peur que tu me regardes comme tu me regardes maintenant. » Sophie réalisa qu'elle le fixait. Elle se força à détourner le regard, puis à le regarder à nouveau. « Comment est-ce que je te regarde ?»« Comme si j'étais un monstre. » Sophie resta silencieuse pendant un moment, puis elle se rapprocha de lui, assez près pour le toucher. « Puis-je » demanda-t-elle, en désignant sa main écailleuse. Kael parut surpris. « Tu veux me toucher ? Après ce que je viens de te dire. »« Je veux comprendre, » dit Sophie. « Je veux savoir qui j'ai épousé. » Lentement, prudemment. Kael tendit sa main griffue. Sophie la prit dans les siennes. Les écailles étaient chaudes, lisses, pas visqueuses ou rugueuses comme elle aurait pu s'y attendre. Elles ressemblaient à du cuir souple, chauffé de l'intérieur. Elle retourna sa main, l'examinant. Les griffes étaient pointues, mais pas menaçantes. La couleur dorée était magnifique dans la lueur bleue du feu. « Tu n'es pas un monstre, » dit-elle doucement. « Tu es différent. Ce n'est pas la même chose. » Kael fit un bruit qui aurait pu être un rire ou un sanglot. « La plupart des humains ne seraient pas d'accord, » dit-il. « La plupart des humains n'ont pas été là où j'ai été. » Sophie leva les yeux vers lui. « J'ai été abandonné, trahi, laissé pour mourir dans le froid. Les seuls monstres que j'ai rencontrés ont été humains. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné un foyer. Tu m'as confié tes enfants. » Elle serra sa main. « C'est ce qui compte pour moi. » Kael la fixa. Dans la lumière vacillante, elle pouvait voir des larmes s'accumuler dans ses yeux dorés. « Comment es-tu réel ?» murmura-t-il. « Je pourrais te poser la même question. » Sophie sourit légèrement. « J'ai épousé un dragon. Je ne suis pas sûr de savoir qui de nous deux est le plus surpris. » Kael rit, un vrai rire, plein et chaleureux, qui résonna dans toute la caverne. « Je crois que je suis peut-être en train de tomber amoureux de toi, » dit-il. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Sophie sentit, son cœur s'emballer. « Je pensais que ce n'était pas censé être une histoire d'amour, » dit-elle prudemment. « Ce n'était pas le cas, » concéda Kael. « Mais tu as la manie de me faire briser mes propres règles. » Sophie ne sut pas comment répondre. Alors elle fit la seule chose qui lui sembla juste. Elle se rapprocha, se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa. C'était un baiser doux, hésitant. Là, genre de baiser qui demande la permission plutôt que d'exiger. Kael se figea pendant un instant, puis ses bras l'entourèrent, la rapprochant de lui, et il lui rendit son baiser. La chaleur de son corps l'enveloppa. L'étrange, merveilleuse chaleur d'un dragon sous forme humaine, brûlant d'un feu qui ne faisait pas mal, mais réconfortait. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux, difficilement. « Je pense, » dit Sophie, « que notre arrangement pourrait avoir besoin d'être renégocié. »
Je pense, dit Kaël, que tu pourrais avoir raison. Et au cœur du repère du dragon, entouré de sculptures anciennes et de feux bleus, deux créatures très différentes commencèrent à découvrir que l'amour ne se souciait pas des frontières, des règles ou des attentes. L'amour arrivait, tout. Simplement que vous soyez humain, dragon ou quelque chose entre les deux. Les jours qui suivirent furent différents, meilleurs. La distance prudente entre Sophie et Kaël commença à se réduire, remplacée par quelque chose de plus chaleureux, de plus intime. Ils étaient encore en train de se trouver, d'apprendre à se connaître, mais le mur entre eux s'était écroulé. Sophie emménagea dans la chambre de Kaël, pas parce qu'elle se sentait obligée, mais parce qu'elle le voulait, parce que l'idée de dormir seule alors qu'elle pouvait être enveloppée dans la chaleur du feu du dragon lui semblait absurde. Morgana remarqua le changement immédiatement. « Alors tu l'as complètement piégée, dit-elle un matin, trouvant Sophie dans la salle du petit-déjeuner. « Félicitations, je ne pensais pas une. Humaine capable d'une telle ruse. » Sophie posa sa tasse de thé. « Je n'ai piégé personne. Ton frère et moi avons simplement trouvé quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. L'amour. » Morgana prononça le mot comme si c'était du poison. Une émotion humaine, temporaire, destructrice. Tu vas le blesser à la fin. Tu vas blesser ses enfants. Les humains le font toujours. Sophie se leva. Elle avait été patiente avec Morgana, compréhensive, même, mais elle en avait assez d'être rejetée. « Je n'ai rien fait d'autre qu'essayer d'aider cette famille, » dit-elle. « J'ai aimé ces garçons quand tout le monde les avait abandonnés. J'ai soutenu ton frère quand il avait besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, et j'ai enduré ton mépris sans me plaindre. Mais je ne serai pas traité de menace pour. Laisse. Personne que j'aime. Tu les aimes. » La voix de Morgana était moqueuse. « Pour l'instant, jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Jusqu'à ce que tu te souviennes que tu es mortel et qu'ils te survivront de plusieurs siècles. Jusqu'à ce que la nouveauté s'estompe et que tu réalises dans quoi tu t'es enfermé. »« Je ne suis pas enfermé, » dit Sophie fermement. « Je suis chez moi. » Morgana la fixa pendant un long moment. Quelque chose vacilla dans ses yeux bleus glacials. De la surprise, peut-être, ou la première fissure dans son armure d'hostilité. « On verra bien, » dit-elle finalement, et elle quitta la pièce sans un mot de plus. Mais si Sophie pensait que Morgane était son plus grand problème, elle se trompait. Une semaine plus tard, une visiteuse arriva au manoir Dragonheart. Elle s'appelait Selene, Dragonessa Selene, comme elle insistait pour qu'on l'appelle. Elle était belle, de la beauté froide des sculptures de glace, parfaite, glaciale et totalement dépourvue de chaleur. « Kaël, mon chéri. » Elle fit irruption dans le hall d'entrée comme si elle en était la propriétaire, ignorant complètement Sophie. « J'ai entendu la rumeur la plus troublante, et je devais absolument venir voir de mes propres yeux. » Selene. La voix de Kaël était d'un calme étudié. « Que fais-tu ici? Que fais-je ici ?» Selene laissa échapper un rire, un son métallique et grinçant. « Que fais-tu? Mariée à une servante humaine, le chagrin t'a-t-il finalement rendu fou ?» Sophie sentit son corps se raidir. « Servante. » Ce mot la blessa plus qu'il n'aurait dû. « Ma femme se tient juste à côté de moi, » dit Kaël. Sa main trouva celle de Sophie et la serra. « Peut-être pourrais-tu lui montrer un peu de respect. » Les yeux de Selene se posèrent enfin sur Sophie. Ils la balayèrent de la tête aux pieds, cataloguant chaque défaut, chaque imperfection. « C'est elle ?» demanda Selene. « C'est ce que tu as choisi à ma place ?»« Je n'ai rien choisi à ta place, » dit Kaël. « Nous n'avons jamais été ensemble. » Selene. « Nos familles ont discuté d'un arrangement. J'ai refusé. Tu as refusé parce que tu étais en deuil. »
Célène s'approcha de lui, ignorant complètement Sophie. Mais c'était il y a 2 ans. Tu t'es sûrement remis maintenant. Tu vois sûrement qu'une union entre nos maisons serait bien plus appropriée que ça. Ça a un nom, dit Sophie. Et ça ne va nulle part. Célène se tourna vers elle avec un mépris non dissimulé. Tu crois pouvoir le garder? Un humain. Tu ne peux pas lui donner ce dont il a besoin. Tu ne peux pas lui donner des enfants qui perpétueront sa lignée. Tu es temporaire, au mieux. En fait, dit Sophie, je le peux. Tous les regards se tournèrent vers elle. Même Kaël sembla surpris. Je suis enceinte, dit Sophie. Elle n'avait pas prévu de l'annoncer de cette façon. Elle attendait le bon moment, voulant que ce soit spécial. Mais Célène l'avait forcée à agir. Le visage de Kaël se transforma. Joie, ce choc et émerveillement se mêlèrent. Enceinte, souffla-t-il. Tu en es certaine? J'ai vu le guérisseur hier, confirma Sophie. Elle lui sourit, ignorant complètement Célène. Nous allons avoir un bébé. Kaël la serra dans ses bras, la serrant fort, son visage enfoui dans ses cheveux. Un bébé, murmura-t-il. Sophie. Ma Sophie. Derrière eux, Célène laissa échapper un son de dégoût. Un métis, cracha-t-elle, comme si les jumeaux ne suffisaient pas. Tu pollues ta lignée. Kaël. Tes ancêtres en auraient honte. Kaël releva la tête, et quand il regarda Célène, il y avait du feu dans ses yeux, littéralement. Sophie pouvait voir des flammes danser dans ses profondeurs dorées. « Sors, dit-il doucement, et ne reviens pas. Tu ne peux pas me renvoyer comme une simple servante, dit Célène. Ma famille. Ta famille peut déposer une plainte officielle si elle le souhaite. La voix de Kaël était glaciale. Mais tu n'es plus la bienvenue chez moi. Tu as insulté ma femme. Tu as insulté mes enfants. Et tu as montré que tu étais exactement le genre de personne que j'ai toujours su que tu étais. Pars. Maintenant. Le visage de Célène se tordit de rage. Mais elle ne pouvait rien faire. Pas contre un roi dragon sur son propre territoire. Vous le regretterez, siffla-t-elle, tous les deux. Et elle sortit en trombe, claquant la porte derrière elle avec une force suffisante pour faire trembler les murs. Kaël se retourna vers Sophie, son expression s'adoucissant immédiatement. « Je suis désolé, dit-il. Je n'aurais jamais dû la laisser te parler de cette façon. Tu l'as arrêtée, dit Sophie. C'est ce qui compte. Mais Kaël secouait déjà la tête. Non, j'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû dire clairement il y a des années qu'il n'y aurait jamais rien entre nous. Il toucha doucement son visage. Tu es ma femme, Sophie, ma reine, la mère de mes enfants. Personne ne te parle de cette façon. Jamais. Sophie se blottit contre son contact. Je peux gérer les méchancetés. Kaël, j'en ai entendu de pire. Tu ne devrais pas avoir à le faire. Il y avait une protection féroce dans sa voix. Tu n'es plus une servante. Tu es Lady Dragonheart. Et quiconque l'oubliera devra rendre des comptes à moi. Sophie sourit. Elle se leva sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. « Mon protecteur », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Toujours, promit-il. Toujours. » Mais Célène n'en avait pas fini. Au cours des semaines suivantes, de petits problèmes commencèrent à apparaître au manoir Dragonheart. Rien de majeur, rien qui puisse être attribué à une source particulière, mais suffisamment pour être troublant. Des livraisons disparurent, des documents importants furent égarés. Une servante estimée quitta soudainement son poste sans préavis, invoquant une meilleure opportunité ailleurs. Et puis, il y eut les rumeurs. Sophie en entendit d'abord parler par la cuisinière, une femme gentille nommée Madame Leroux,
qui s'était attaché à Sophie plus vite que la plupart du personnel. « Je pensais que vous devriez savoir, » dit doucement Madame Leroux, tirant Sophie à part dans la cuisine. « Il y a des discussions dans la communauté des dragons, à votre sujet. » « Quel genre de discussion ?» Madame Leroux sembla mal à l'aise. « Que vous avez ensorcelé le maître, que vous utilisez la magie humaine pour le contrôler, que les enfants sont tenus à l'écart de leur propre espèce à cause de vous. » Sophie sentit le froid l'envahir. « C'est ridicule. Bien sûr que si. » Madame Leroux lui tapota la main. « Quiconque vous connaît le sait. Mais tout le monde ne vous connaît pas, madame. Et il y en a qui préféreraient croire un mensonge plutôt que d'accepter la vérité. » Sophie pensa à Célène, à sa promesse de leur faire regretter de l'avoir renvoyée. « Savez-vous qui répand ces rumeurs ?» Madame Leroux hésita. « Je ne peux pas le dire avec certitude. Mais Lady Célène a été vue visitant de nombreuses familles nobles de dragons depuis son départ. Et sa langue a toujours été son arme la plus acérée. » Sophie acquiesça lentement. « Merci de me l'avoir dit. » Elle ne parla pas des rumeurs à Kaël. Il avait assez de soucis. Avec les conflits territoriaux, les manœuvres politiques et toutes les responsabilités qui incombaient à un roi dragon. Elle s'en occuperait elle-même. Mais elle garda les yeux ouverts. Et elle commença à prêter attention à des choses qu'elle avait peut-être manquées auparavant. La façon dont certains serviteurs évitaient son regard. La façon dont les conversations s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. La façon dont certains nobles dragons qui rendaient visite la regardaient avec un dédain à peine dissimulé. Elle était une étrangère ici, une humaine dans un monde de dragons. Et peu importe combien Kaël l'aimait, peu importe combien les garçons l'adoraient, il y aurait toujours ceux qui la verraient comme une intruse. Mais Sophie avait déjà fait face à des préjugés. Elle avait survécu à pire que des rumeurs murmurées et des regards froids. Elle survivrait à ça aussi. La véritable crise survint 2 mois plus tard. Sophie était dans le jardin des plantes avec les garçons, profitant d'une rare journée chaude au début du printemps. Sa grossesse se voyait maintenant, une petite bosse, visible sous sa robe. Lucas n'arrêtait pas de toucher le ventre de Sophie, fasciné par l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. « Je peux sentir le bébé bouger ?» demanda-t-il pour la 100e fois. « Le bébé est encore trop petit pour bouger, » expliqua Sophie patiemment. « Mais bientôt, je te le promets. » Léo était assis non loin de là, dessinant dans la terre avec un bâton. Il était toujours aussi silencieux, toujours aussi sélectif quant au moment où il parlait. Mais le lourd silence de deuil s'était levé. Il souriait maintenant. Il riait. Il guérissait. « Sophie, » dit-il soudainement, « quelqu'un nous observe. » Sophie leva les yeux. Là, à l'orée du jardin des plantes, se tenait Célène. « Comment êtes-vous entrée ici ?» demanda Sophie, se levant et se plaçant entre Célène et les enfants. « Les employés m'ont laissé entrer, » dit Célène avec douceur. « Je leur ai dit que j'étais ici pour m'excuser, pour réparer mes erreurs. » Elle s'approcha. « Ce sont des créatures si confiantes, les humains. Restez en arrière. » La voix de Sophie était dure. « Vous n'êtes pas la bienvenue ici. » « Je ne suis pas là pour causer des problèmes. » Célène leva les mains innocemment. « Je voulais juste voir les enfants. Les héritiers de mon futur roi. Il est bien normal qu'une citoyenne concernée vérifie le bien-être des princes royaux. N'est-ce pas ?» Lucas se blottit contre le côté de Sophie. « Je ne l'aime pas, » murmura-t-il. « Elle sent la fumée et les mensonges. »« Comme c'est perspicace, » murmura Célène. « Des sangs mêlés. Mais ils ont les instincts de leur père. » Elle regarda Léo,
qui avait cessé de dessiner et l'observait avec des yeux couleur noisette, méfiant. Celui-ci ne parle pas, m'a-t-on dit, brisé, défectueux, quel dommage. Sophie entra dans une colère noire. Ne parlez pas de mon fils de cette façon, dit-elle, sa voix tremblant de fureur. Votre fils? Célène se mit à rire. Ce n'est pas votre fils. Il n'est rien pour vous. Vous n'êtes qu'une humaine qui a eu de la chance. Un bouche-trou, en attendant que quelqu'un de mieux arrive. Sophie fit un pas en avant. Elle était plus petite que Célène, plus faible, humaine. Mais elle était aussi une mère défendant ses enfants. Et cela lui donnait une force qui n'avait rien à voir avec la puissance physique. « Écoutez-moi très attentivement, » dit Sophie. « Je me fiche de ce que vous pensez de moi. Je me fiche des rumeurs que vous répandez, ou des complots que vous élaborez. Mais si vous vous approchez encore une fois de ces enfants, si vous leur adressez le moindre mot cruel, je vous le ferai regretter. » Les yeux de Célène se plissèrent. « Vous me menacez? Une humaine menace une dragonessa? Je vous le promets, » dit Sophie. « Ce sont mes fils, ma famille, et je les protégerai avec tout ce que j'ai. » Pendant un long moment, aucune des deux ne bougea. La tension crépitait entre elles comme de l'électricité. Puis Célène sourit. Ce sourire froid, cruel, que Sophie en était venue à détester. « Nous verrons bien, » dit-elle doucement. « Nous verrons bien ce que vaut la protection d'une humaine. » Elle se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la maison aussi silencieusement qu'elle était arrivée. Sophie resta figée pendant un moment, le cœur battant la chamade. Puis, elle sentit de petites mains saisir les siennes. « Tu as dit que nous étions tes fils, » dit Lucas doucement. Ses yeux couleur noisette brillaient. Sophie baissa les yeux vers lui, puis vers Léo, qui était venu se tenir de l'autre côté d'elle. « Vous êtes mes fils, » dit-elle, « tous les deux. Quoi que quiconque dise, quoi qu'il arrive, vous êtes à moi, et je suis à vous. »« Pour toujours, » murmura Léo. « Pour toujours, » promit Sophie, « et à jamais. » Cette nuit-là, elle raconta tout à Kaël. Il écouta en silence, son visage s'assombrissant à chaque mot. Au moment où elle eut fini, de la fumée s'échappait littéralement de ses narines. « Elle est venue sur ma propriété, » dit-il, sa voix à peine contrôlée. « Elle a menacé ma femme. Elle a insulté mes enfants. »« Elle n'a pas menacé. »« Exactement, » dit Sophie, prudemment. Mais ses intentions étaient claires. Ses intentions ont toujours été claires. Kaël arpentait maintenant la pièce. Ses mouvements vifs et prédateurs. Elle veut ce qu'elle a toujours voulu, le pouvoir, la position. Et elle croit que le moyen d'y parvenir est par moi. Qu'allez-vous faire? Kaël cessa de marcher. Il regarda Sophie, et la rage dans ses yeux s'adoucit. « Tout ce qui sera nécessaire pour protéger ma famille, » dit-il. « Mais d'abord, j'ai besoin de savoir ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est aussi votre maison. Sophie, vos enfants, votre avenir. » Kaël s'approcha d'elle et prit ses mains. « Je ne prendrai pas de décision qui vous affecte sans vous demander ce que vous en pensez. » Sophie réfléchit. Elle pensa à Célène, à la malice dans ses yeux, à la menace implicite dans chacun de ses mots. « Je veux qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas nous blesser, » dit Sophie enfin. « Je veux qu'elle sache que nous sommes plus forts que ses manigances, et je veux qu'elle nous laisse tranquilles. » Kaël hocha la tête. « Alors, c'est ce qui arrivera. » La confrontation arriva PL.